vous êtes déjà posé des questions sur le fonctionnement d'un club de paddle, ou même si vous avez eu l'idée d'en créer un, cette vidéo est faite pour vous. Esprit Paddle Shop a été créé au sein d'Esprit Paddle, le plus gros club de la région lyonnaise. On va aller voir Sébastien Cornet, le fondateur d'Esprit Paddle, pour lui poser quelques questions sur son club. Ouais, j'arrive. T'as des questions intelligentes ou des émotions quoi. Alors aujourd'hui, on va faire cette vidéo parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui se disent je vais monter un club de paddle. L'idée derrière cette vidéo, c'est de montrer l'intérêt de créer un club de paddle, parce que c'est vraiment une bonne idée. Je sais pas, peut-être qu'il y en a qui te connaissent derrière l'écran, mais je pense que la plupart des gens en France, si, ont peut-être déjà entendu parler de toi. Vas-y, présente-toi. Donc moi je suis Sébastien Cornet, j'ai fondé le club Esprit Paddle à Lyon. Le début du projet c'était 2016. Le temps de trouver le bâtiment, les financements, l'ouverture a été faite en janvier 2018. Et depuis… T'as mis 2 ans pour monter le projet de A à Z? Ouais, alors on y va, on attaque Allez, les questions. Let's go. Il faut savoir qu'au début l'idée c'était plutôt de trouver un bâtiment à louer. Ouais. On connaît tous les contraintes d'un terrain de paddle, c'est 200 mètres carrés, 10 par 20 et les joueurs aiment bien quand il y a autant de hauteur que possible. J'ai passé 6 mois à chercher des bâtiments existants avec de la hauteur. Il faut savoir que dans des bâtiments industriels d'activité, la hauteur max c'est 6,57 mètres pour tous les bâtiments. Et ensuite, si par hasard tu trouvais un bâtiment avec une hauteur à 8 mètres par exemple, on se retrouvait confronté à la problème de l'optimisation de l'installation des terrains sur le bâtiment. Parce qu'il y a beaucoup de bâtiments, tu as des poteaux à tous les 10 ou tous les 15 mètres. C'est vraiment complètement merdique pour installer un terrain de paddle. En fait, on en est venu à la conclusion que la solution idéale était sans doute De faire son propre bâtiment. Exactement, Ouais. de construire son bâtiment pour avoir les caractéristiques parfaites de la hauteur, de l'espace, de la circulation, peut-être une réserve foncière pour se développer derrière. C'est ce qu'on a décidé de faire et du coup on est passé d'un modèle de location d'un bâtiment existant à l'achat d'un bâtiment à construire. Donc on va y revenir effectivement aux avantages d'acheter son propre bâtiment. Du coup, tu as mis 2 ans pour monter ce projet. Si tu nous parles un peu plus de ce que tu faisais avant et pourquoi, comment tu es venu au paddle en fait, tout simplement. Eh bien, moi j'ai une carrière scientifique. Je suis chercheur en immunologie à la base. J'ai passé ma thèse à Paris en 2015. Donc rien qui me destinait à bosser dans le sport, si ce n'est que je suis aussi le frère d'Alizé Cornet, la joueuse de tennis, et que je suis son agent depuis 2005, quand elle a passé son premier tour à Roland-Garros. Et du coup, évidemment, en étant agent de joueuse de tennis, ça me permet d'avoir accès aux connaissanses au niveau de la fédé de tennis, Ouais. de la ligue, savoir un peu comment c'est structuré, et aussi de tous les partenaires, toutes les marques de raquettes qui travaillent dans le monde du paddle. Donc ça me laisse… Voilà. Alizé s'entraîne depuis toujours à Sophia Antipolis, où Robin Aziza avait créé le Real Paddle Club 2012, 11. Et du coup, on a vu le paddle se développer à cet endroit-là. Et dans la famille, on se disait tout le temps, tout ce qu'on entend maintenant, évidemment, c'est sympa, c'est convivial, les gens se marrent, c'est accessible, toutes les tranches d'âge, toutes les conditions physiques, les sexes se mélangent et tout ça. Là, c'est marrant, c'est le même discours depuis Toujours 5-10 ans. On retrouve le même discours, sauf qu'aujourd'hui, il y a un peu plus de gens qui… Le volume de joueurs est énorme. Et l'effet de se mettre les pieds sur le terrain, vraiment, est hyper puissant. C'est que tout le monde se marre et du coup, tu as envie de jouer. Et pour les plus entrepreneurs, ce que tu disais, ça vient très vite à l'esprit, se dire mais ça doit être tellement sympa d'avoir un club de paddle. Bref. Et puis moi, j'arrive à un moment de ma carrière où je me dis j'arrête la science et je passe complètement dans le sport. J'ai accompagné Alizé pendant 2 ans et il y avait toujours cette idée de club de paddle. Et à un moment, j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes et d'y aller, ouais. Ok. Et du coup, aujourd'hui, ça représente quoi Esprit Paddle? Est-ce que tu peux parler un peu des chiffres, le nombre de joueurs? Est-ce qu'il y a une différence entre aujourd'hui et le moment où ça a commencé? Ouais, il y a une énorme différence. Donc nous on ouvre en janvier 2018. Pendant 9 mois jusqu'en septembre, on doit faire 15 heures de réservation par jour. Avec évidemment une progression, mais Je me rappelle. voilà, on avait beaucoup de temps pour jouer l'après-midi. Exactement. C'était assez sympa.
Et le cycle sportif en France est vraiment très ancré sur la période scolaire. En septembre, nouvelle pratique, on va découvrir des choses. Et nous, on a bénéficié de cet effet-là en 2018. Donc on a peut-être doublé le nombre de réservations. Et là, c'est trop cool. L'année 2019 se déroule super bien. On a de plus en plus de joueurs. Et on reprend un coup de boost en septembre 2019. Je pense que là, on doit faire 50 à 60% de réservations en plus. Ouais. Donc on est peut-être à 50 heures de réservation par jour. Ce qui est... on avait 6 terrains à l'époque. Je vais anticiper un petit peu. On avait déjà l'impression en heure pleine d'être très contraint. Donc on réfléchit dès 2019 à ouvrir 2 terrains supplémentaires. Malheureusement, confinement, tout ferme. Avoir une extension et trouver des financements, évidemment, c'est complètement impossible. Il n'en reste pas moins que la pratique du paddle a continué à se développer. Le déconfinement, c'est en juin la première fois. Et hop, on retombe sur septembre. Nouvelle pratique sportive, j'ai entendu parler du paddle. Et ce phénomène-là est vraiment super puissant. En octobre, on referme. Ouais. Magnifique. Exact. On ouvre Esprit Paddle Shop. Entre autres. Et on déconfine en juin. C'était aussi long que ça? Ouais. Putain. Donc là, c'est très compliqué. Quand on est fermé, on a évidemment 0 revenu, 0 pratiquant. Mais dès qu'on rouvre, en fait, la jauge de remplissage, elle repartait au même niveau qu'au moment de la fermeture. Et du coup, tu as les anciens pratiquants qui nous permettaient d'être remplis avec nos 50 ou 100 heures de réservation. Et tu as tous ceux qui ont entendu parler du paddle qui rentrent dans la danse. Et là, effectivement, en septembre 2021, là, il y a un espèce de shift vraiment énorme qui se produit. 100% de remplissage en heure pleine. Le midi, il n'y a plus de place. Là, maintenant, on est sur un taux de remplissage assez colossal puisqu'on fait 95 heures de réservation de terrain par jour. Sur 8 terrains, c'est 12 heures de paddle par jour par terrain. Ouais. Oui, c'est un peu différent du début, effectivement. Voilà. On a un stade où on est à saturation. Ouais. Il y a une demi-heure de libre sur un jour férié. Samedi, dimanche, tout est plein. Et là, je ne te parle pas d'événements, je te parle vraiment de la location. C'est intéressant et à la fin, en y réfléchissant un peu, on voit quelques clubs fermés depuis quelques années. Pourquoi certaines structures sont obligées de fermer? Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui font la réussite d'Esprit Paddle, qui sont différentes d'autres clubs qui marchent un peu moins bien aujourd'hui? Connaître la recette pour un succès, c'est toujours un peu compliqué. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'élément essentiel, c'est la qualité des terrains. Il ne faut pas lésiner à la création d'un club. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de la hauteur sur les bâtiments. La tentation, je pense actuellement, pour ceux qui veulent ouvrir, parce que tout le monde trouve que c'est une bonne idée, c'est de vouloir aller vite et de se dire « Oh là, j'ai trouvé qu'un bâtiment qui fait 7,50, allez, je vais m'installer ». Dans un premier temps, c'est sans doute une bonne idée. Ça permet de créer sa clientèle et de permet de la pratique, mais qu'est-ce qui se passe au bout de 6 mois, au bout d'un an, si tu as un concurrent qui s'installe? Et lui, il propose 8,50 m, 9 mètres. Ouais. En fait, tu vas sans doute avoir un mouvement de tes clients vers les terrains de meilleure qualité. Et ensuite, je pense qu'il faut apporter du service. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire depuis l'ouverture du club. On a évidemment le Pro Shop. On a décidé, après le confinement, d'ouvrir un restaurant. Ouais. Les gars, ils viennent jouer, ils ont leur burger, ils ont leur tartare. L'impression de qualité est vraiment hyper essentielle par rapport à ce qu'on proposait à l'origine avec du snacking, des salades. On a apporté du service avec des bornes de recharge de véhicules électriques, un système de personnes qui viennent nettoyer les voitures. On a une salle de séminaire. Bref, on a essayé, en tout cas la recette du succès dans Esprit Paddle, c'est qualité des terrains et service ajouté. Après, il y a évidemment l'équipe qui doit être sympa, accueillante et ça fait déjà pas mal de paramètres. Et ensuite, il y a les impondérables. C'est le timing d'ouverture. Est-ce que tu n'as pas la chance de t'installer au bon moment? Il faut être assez humble pour le reconnaître. L'endroit où tu t'installes, s'il se trouve que pour une raison que tu ne maîtrises pas parfaitement, eh ben, c'est super pratique. Ouais. Oui, c'est sans doute des éléments que tu dois pouvoir vérifier. Mais en parallèle, on est tous tellement pressés d'ouvrir. Il y a tellement peu de bâtiments que quand tu trouves un bâtiment, est-ce que tu vas te dire « Attention, c'est une route, c'est 2 fois une voie, le soir ça va être blindé, on ne va pas circuler ». Voilà, il y a aussi de l'impondérable et le timing est, je pense, aussi hyper important. Ouais, tu parlais du coup des différentes activités, tu parlais du restaurant, du pro shop, du séminaire, etc. Est-ce que ces activités-là sont importantes à prendre en compte quand on réalise une étude, un business plan à la base pour se lancer? Et est-ce que c'est vraiment ça qui va rapporter de l'argent? En termes de coûts, en termes de revenus? En termes de, les deux, en termes de revenus, de rentabilité, est-ce que c'est primordial pour ouvrir un club? Ou est-ce qu'on peut ouvrir un club juste avec des terrains et limite un libre accès avec un accès automatique 24/24? Ça dépend vraiment de ce que tu as envie de faire. Ouais. Pour la partie restauration, quand je l'ai créé, l'objectif c'était pas gagner d'argent. En tout cas pas sur la restauration en tant que telle. Ouais. Créer une cuisine pro, ça coûte 30 à 50 000 balles. Moi mon objectif c'était d'apporter de la sensation de qualité aux clients.
On a affaire à des CSP+, qui ont pas mal d'argent, qui ont des habitudes, qui aiment bien ce que je disais tout à l'heure, le petit burger à la fin de la session, le chef gère au quart de poil, et ça nous permet de mieux vendre tout ce qui est pratique sportive. Les tournois, les animations, les séminaires d'entreprise, les apéros paddle. Ça, c'est pour la partie restauration. Okay. Il se trouve que notre objectif, c'était de faire 15-20 couverts. Ouais. Et maintenant, on est plutôt sur 35, 40. Et quand on a des événements, on peut faire 100 couverts. Ouais. Et donc là, oui, un restaurant, l'air de rien, si c'est bien géré. Merci Christian qui gère le truc. Ça peut être très rentable. Ouais. Après, c'est mon expérience. Moi, je ne viens pas du monde de la restauration. Mais en fait, quand tu montes un club de paddle, il faut aussi venir avec ce que tu es et ton expérience passée. Ouais, bien sûr. Moi, j'ai une tendance à tester. Tu vois ce que c'est? On teste, on agrège, ça fonctionne, on garde, ça ne marche pas, on élimine. Ça, c'est pas mon passé de scientifique. Ouais, voilà. Bien sûr. Et c'est pour ça que dire il y a un seul modèle qui fonctionne, je pense que c'est sans doute pas tout à fait vrai. Chacun a un peu son axe de développement, il n'en reste pas moins que je pense, et c'est ce qu'on voit un peu, ce qui se passe à la fois en France, en Espagne, c'est qu'à terme, quel que soit le parcours initial, tu te retrouves avec des terrains de qualité, si tu es encore là, avec des animations de qualité qui tournent, des tournois qui fonctionnent, de la restauration et un bar de qualité. Le package, au final, il se ressemble beaucoup. Le chemin que tu empruntes pour y arriver, il dépend sans doute de ton bâtiment, de ton expérience. Et de ta volonté aussi, ouais, carrément. Ça, c'est super important. Ouais, c'est important. Tu nous as parlé un peu des débuts d'Esprit Paddle, comment tu as fait pour trouver le terrain, etc. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques étapes, en tout cas les premières étapes pour monter réellement un club de paddle? On peut parler de la partie financement, comment tu fais pour monter le projet concrètement, quoi. Une fois que tu trouves un terrain et que tu as un promoteur qui est prêt à construire quelque chose dessus, il te présente l'addition. Ouais, voilà. Qui est salé. C'est assez salé. Et en plus, avec la guerre en Ukraine et l'évolution de l'inflation et tout, ça s'est pas calmé. Combien ça coûte un club de paddle concrètement? Le bâtiment plus le terrain, c'est 2,8 millions ici. Okay. Attention, le bâtiment initial, hein. Je parle pas de l'extension. Bien sûr. Ça me paraît pas réaliste quand tu veux avoir un terrain et construire un bâtiment de faire moins cher. Quand tu vas voir les banques et que tu leur dis « Salut les gars, je cherche 2,8 millions pour faire une activité de loisir », il y en a pas mal qui te raccompagnent à la sortie. Globalement, les banques n'aiment pas trop le loisir parce qu'il y a pas mal de castes. Il faut que le business plan soit vraiment bien cadré, bien maîtrisé et qu'il n'y ait pas de dépassement sur les coûts et les dépenses. C'est vraiment très important. Et du coup, quand un banquier n'est pas très chaud, qu'est-ce qu'il fait? Il te demande de l'apport. Il te demande de l'apport pour le bâtiment, pour la société d'exploitation. Et donc, nous, on a apporté 23% d'apport pour l'ensemble du projet. Ok. Ça veut dire pour le bâtiment et pour la structure, les terrains qui ne coûtent pas rien, l'aménagement et tout ça. Moi, j'ai pas beaucoup d'argent économisé grâce à ma carrière dans les sciences. Donc, ce que j'ai fait comme tous les porteurs de projets innovants ou pas innovants d'ailleurs. Je suis allé voir mes potes. J'ai un projet, j'aimerais faire ça. Est-ce que tu es prêt à m'accompagner? 5, 10, 15, 20, enfin voilà, ce qui est dispo. Évidemment, j'ai de la chance d'avoir Alizé à mes côtés qui apporte à la fois de la crédibilité et des ressources. Mais les apports sont équilibrés, elle n'a pas 70% du projet. Et grâce à ces connexions, j'ai réussi à apporter l'argent qui avait été demandé. Ok, donc 23% de cette somme-là, oui, effectivement, ça fait un bon billet. Alors qu'aujourd'hui, j'imagine que c'est plus moins. C'est plus que ça aujourd'hui? Ça a été moins fut un temps parce que c'était un peu moins compliqué. Les conditions bancaires, elles sont toujours variables. Ouais. Là, il y a eu la guerre en Ukraine, il y a des craintes de l'inflation, tu as les taux qui montent comme ça. Donc en gros, là, tu vas les voir, ils vont demander au moins 25% d'apport. D'accord. Et les taux, 4,5%, 5%. Les conditions financières globales sont vachement plus exigeantes, ce qui fait que les projets sont plus compliqués à monter de mon point de vue. Même si tu as plus de garanties du côté des revenus. Il n'en reste pas moins que les premiers mois de lancement d'une activité, l'équilibre financier, il est parfois un peu fragile et il faut être assez solide, à la fois financièrement bien sûr, mais pas trop nerveux, bien sûr. Parce que tu peux avoir des inquiétudes parfois quand tu vois l'argent qui sort pour les salaires, pour les loyers, l'évacuation qui ne marche pas. Hop, tu dois envoyer un petit billet. On a fait installer la clim ici, tac, tu rajoutes un billet parce que c'était très humide en été. Donc le bâtiment clé en main parfait, t'installes, tu joues. Ouais. Il ne faut pas l'espérer. Alors moi, j'y crois plus tellement. Du coup, pour revenir à cette question financière, en gros, si tu n'as pas 20% d'apport sur 2-3 millions, ça ne sert à rien de monter un club. Oui. Est-ce qu'il y a des alternatives? Ça, c'est dans le cas où tu achètes le bâtiment. Ouais. Si tu es locataire, installer le terrain de paddle, et je parle de terrain de qualité européen,
installé par quelqu'un qui s'y connaît, c'est entre 25 000 et 30 000 euros hors taxe. Là, on compte pas la dalle qui est presque obligatoire. On compte pas la dalle. Ouais, Là, c'est vraiment structure, moquette, lumière. qui fait ce prix-là aussi à peu près. Ouais, à peu près Ouais, faut équivalent. doubler quoi. C'est grosso modo 50, Si 60 tu 000 t'installes euros. en extérieur, Ouais. c'est 70 000 euros pour un terrain. Du coup, un terrain extérieur, enfin un club en extérieur est beaucoup moins cher et du coup plus rentable Ouais. qu'un club C'est intérieur. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. À part dans le nord ou même ici, parce qu'on peut pas jouer tout le temps. De toute façon, on voit bien que le développement du paddle se fait le plus rapidement, c'est dans les zones où il fait bon. Dès que les conditions météo sont un peu moins parfaites que dans le sud, tu n'as pas le choix, il faut être en terrain couvert. Mais on voit aussi qu'en Espagne, à Barcelone par exemple, à cause de la chaleur, les joueurs préfèrent jouer en intérieur aussi. Donc après, je pense que de toute manière, quand tu investis de l'argent dans un projet de cette dimension-là, tu ne peux pas être dépendant d'un coup de pluie ou Il y a trop d'une d'enjeux financiers pour Ben, ne pas avoir de revenus à cause de la pluie. Tu as le poids du coût du bâtiment, mais en retour, tu as la certitude d'avoir des rentrées financières. En étant propriétaire, en fait, ce que tu fais dans un club de paddle, c'est que tu fais de l'immobilier que tu payes via une activité de loisir. C'est plus fun, c'est plus sympa que faire peut-être un McDo ou un truc comme ça. Tu sais, ça te fait un peu kiffer, mais in fine, là où tu gagnes de l'argent, c'est plutôt avec l'immobilier. Moi, qu'avec le c'est paddle. encore maintenant l'impression que j'ai. Ouais, c'est intéressant. Et du coup, pour revenir un peu plus concrètement au début du projet, imaginons que tu trouves personne qui nous écoute trouve le financement, les banquiers sont partants, le bâtiment est construit, le club, je crois qu'il est ouvert de 9h à 23h, minuit, aujourd'hui de 9h minuit. Est-ce qu'à la base, tu avais prévu des salariés pour gérer toutes ces plages horaires ou est-ce que tu as tout fait tout seul? Comment tu as géré cette partie-là au début de l'ouverture du club? Eh bien, à l'ouverture du club, on était censé couvrir l'ensemble de la plage horaire à 2 plus un étudiant qui aurait fait de l'accueil plus du marketing. Il s'avère qu'en étant ouvert plus de 100 heures par semaine, conserver ce rythme-là sur une longue période, c'est bien sûr impossible. Si on va avoir une structure salariale optimale juste pour gérer la partie paddle, je te parle pas de prof, je te parle de rien. Je pense qu'il faut être au moins 3,5. Si tu veux garder ces horaires d'ouverture, grosso modo. J'aime pas trop l'idée d'un service 24/24 déshumanisé avec un accès via une porte automatique ou toi. Je trouve que le paddle, une des forces par rapport au tennis, c'est le côté relation humaine, sport collectif. Alors qu'il y ait des tranches horaires un peu spécifiques où tu puisses avoir un accès où les gens rentrent sur les cours tout seuls, pourquoi pas. Mais je pense que tu peux pas échapper à ces volumes horaires super élevés, 100 heures. Et le porteur de projet il doit s'attendre à avoir des charges de travail très élevées. Parce qu'au début, tu fais de l'accueil, mais tu fais aussi les relations avec les entreprises autour. Tu es la personne qui a créé le club. Du coup, pour les joueurs, c'est quand même très important qu'on te voit. Tu vas devoir jouer au paddle, ce qui est plutôt sympa, pour compléter les parties. Faut que tu sois bon, si t'es mauvais par contre. Je pense pas, je pense qu'il y a du public, on sait qu'il y a tous les tranches de niveau, mais je pense qu'être présent sur le terrain de paddle, c'est aussi très important. Ouais. Du coup, il ne faut pas espérer ouvrir un club de paddle et dire je vais pouvoir venir jouer 5 heures par semaine, c'est très bien, aux horaires que j'aurais choisis. Ou alors, il faut avoir de gros moyens financiers et avoir des employés et tout ça. Et chaque modèle est un peu différent. Il m'est arrivé d'avoir des coups de téléphone où les gens me disent j'ai peut-être trouvé un bâtiment dans les Yvelines pour mettre 4 terrains de paddle. Je me dis, moi je suis très, très honnête. Moi je pense que l'intérêt c'est que le paddle fonctionne. Un club qui ferme, c'est globalement un mauvais signal. Y compris pour moi, parce que si un banquier sait qu'il y a un club qui a fermé ailleurs, il va me dire attention monsieur Cornet. Donc 4 terrains dans les Yvelines où le loyer sera important a priori. Ouais. T'es 2, tu vas travailler 60 heures, pas de vie de famille, locataire. Là, moi, j'entends les signaux d'alarme vraiment XXL. La passion, c'est bien, mais si tu réfléchis sur 5-10 ans, est-ce que ça peut suffire? Je suis pas sûr. Du coup, je le sais parce qu'on se connaît un petit peu, mais quelques personnes qui te contactent assez souvent, des porteurs de projets qui ont potentiellement envie d'utiliser le nom Esprit Paddle pour ouvrir des clubs. Donc, tu es confronté un peu tout le temps, un peu tous les jours, toutes les semaines, à ces gens-là qui ont envie, qui sont motivés pour ouvrir des clubs de paddle. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller, grosso modo? Le cliché, c'est combien ça coûte un terrain? C'est une question qui est centrale, que j'ai très souvent, très rapidement.
Et maintenant, avec l'expérience que j'ai, alors évidemment, j'ai dû reculer tout. Mais le coût d'un terrain sur un projet de 4 millions d'euros, Ouais, ça coûte rien. en fait, Ouais. c'est comme si ça n'existait pas. Et en plus, il se trouve que les banques, pour acheter du matériel comme ça, elles vont pas te poser beaucoup de questions. Elles vont te faire un prêt sur 8 ans et puis c'est parti. Donc moi, ce que j'ai envie de dire aux porteurs de projets, c'est bâtiment, foncier, business plan et aller prendre des infos. Passer un coup de téléphone comme je fais en ce moment, appeler Romain Topin, appeler Loïc Tap, des gars qui ont des modèles, qui ont de l'expérience, qui connaissent, pour aller récupérer des informations. Mais attention, on revient sur l'idée initiale, c'est quelles sont les conditions dans lesquelles je vais m'installer. Grosse agglomération, petite agglomération, il fait beau, il fait pas beau, j'aime la restauration, j'aime pas la restauration. Il y a toujours les questions sur le chiffre d'affaires, combien ça rapporte un terrain, mais c'est compliqué de répondre à ces questions-là parce que tu vas le louer combien ton terrain? Tu vois, il y a des endroits où c'est 10 € l'heure et demie, d'autres où c'est 20 €. Et du coup, ton business plan, il est complètement différent. Qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je veux faire, combien je peux faire payer mon terrain? Déjà, tu seras pas mal. Toi, quand tu as démarré l'activité au club, est-ce que c'était un sujet important de fidéliser la clientèle? Et la question centrale, c'est comment on fait pour fidéliser un joueur de paddle dans un club de paddle? Est-ce que c'est possible? Est-ce que les joueurs sont fidèles au paddle? Ou est-ce qu'ils vont jouer, comme tu l'as dit tout à l'heure, là où il y a les meilleures conditions, même si le service est pas bon, quoi? Je pense que la situation il y a 6 ans, elle est très différente de ce qu'on trouve maintenant. Ce qui était très important, c'est de faire venir du monde. Du coup, nous, on avait créé une offre avec un abonnement en heure pleine pour que les gens puissent venir jouer en heure pleine. Mais cette offre-là, elle n'était pas destinée à perdurer dans le temps. D'abord, la demande augmentant, tu ne peux pas te permettre de monopoliser des terrains à des personnes qui ont des abonnements et te couper d'une part des revenus de personnes qui sont prêtes à payer un terrain complet. Ensuite, si tu as des formules illimitées, on connaît les joueurs de paddle, ils sont accros très vite, c'est des surconsommateurs, ils vont saturer tes terrains et tu ne peux pas te permettre ça. Il faut que le maximum de joueurs aient accès à tes terrains le plus régulièrement possible. Donc nous, on a créé plein de contraintes. Le soir, on peut réserver qu'1 heure et demie. Parce que quand tu fais des réservations d'1 heure et demie, ça te permet de faire 4 rotations sur tes terrains. Ce qui n'est pas négligeable, c'est pas négligeable. D'abord parce que les gens sont contents de pouvoir jouer, donc tu as une satisfaction client qui est importante. Et aussi, tu as la consommation bar, tu as des revenus, tu as les chaussures, tu as les raquettes, tu as le matériel, il y a un tournoi, ça serait sympa que je le fasse. Donc tu crées une dynamique en augmentant la disponibilité. Il faut savoir que nous, malgré ces contraintes qu'on impose aux joueurs, parce que je sais que c'est des contraintes, nous on a 300 passages jour de personnes au club. Là, l'arrivée de 2 terrains supplémentaires, l'air de rien, c'est 20% de ressources en plus. Ouais. Ça n'a eu aucun effet. Ça n'a pas changé, ça n'a rien changé. Ouais. Les terrains sont Depuis pleins comme avant. le 15 janvier 2023, Ouais. les 2 terrains supplémentaires sont pleins, tout le temps. Ouais, c'est fou. Du coup, ça fait 6 ans que le club est ouvert déjà? 6 ans, et du coup, c'est quoi le. Regarde. Ouais, t'as pris des cheveux blancs en plus. Je me rappelle de toi il y a 6 ans. suis pas rasé, du coup, je suis tout blanc, quoi. Est-ce qu'il y a des leçons que tu tires de ces 6 années d'entrepreneuriat, et est-ce que tu as d'autres projets pour l'avenir? Parce qu'un club, c'est top, mais est-ce que tu vas en ouvrir d'autres potentiellement, ou est-ce que l'aventure s'arrête là, entre guillemets, pour toi? C'est une aventure qui est incroyable. Ouais, c'est un run de fou sur 6 ans. Tu es confronté à des défis tous les jours incroyables. Ça m'a beaucoup fait grandir, évidemment. Donc ça, pour l'aventure humaine, que ce soit avec tes employés, parce que moi, c'était la première fois que j'avais des employés, ou avec les clients, c'est la première fois que j'avais des clients comme ça. Donc ouvrir un club, c'est déjà incroyable. Franchement, je suis super content. C'est vraiment top. Maintenant, ça titille quand même d'essayer d'aller ouvrir un deuxième. Est-ce que je trouve le bon endroit? Est-ce que je crée la même dynamique? Est-ce que je vais très loin pour créer un esprit paddle de l'autre côté de la France? Ou est-ce que j'essaie de jouer sur une dynamique régionale? Tu as envie de voir de quelle manière tu es capable de faire évoluer ta marque. En fait, c'est ça. Comme tu le disais tout à l'heure, je suis effectivement une source de renseignements pour les porteurs de projets, mais je suis aussi une ressource pour les gens qui aimeraient investir dans le paddle. Donc moi, j'ai des coups de téléphone, des contacts qui me disent « Votre expérience fait que ça pourrait être intéressant d'investir dans des clubs. Qu'est-ce qui peut se mettre en place ?» Donc la tentation, elle est très forte. Je veux le faire dans les meilleures conditions possibles. Meilleures conditions d'abord pour que ça fonctionne, et aussi meilleures conditions pour être capable de le faire. Moi, je suis de moins en moins présent dans Esprit Paddle parce que le club fonctionne très bien et du coup, il y a suffisamment de personnes qui y bossent. Et donc, oui, je vais sans doute explorer le maximum de pistes pour pouvoir le faire. Et du coup, pour tous les potentiels porteurs de projets qui peuvent nous écouter derrière cet écran, est-ce que tu recommandes l'aventure de monter son propre club?
Moi, j'ai envie de recommander toute aventure entrepreneuriale parce que c'est vraiment super excitant. Et si on a la fibre pour résister à toutes les pressions qui peuvent exister, il faut y aller. Maintenant, il faut être prudent, penser à sa santé mentale et pas être sûr d'aller au crash d'un point de vue économique. La passion ne suffit pas. Si vous faites un business plan qui a l'air de passer, c'est qu'il va sans doute pas passer. Si pour que ton business plan ait l'air de passer, t'enlèves un employé, il vaut mieux pas le faire. Et en fait, on a toujours l'impression que c'est le moment, maintenant il faut y aller tout de suite, vas-y. Et en fait, c'est pas vrai. En fait, on a toujours le temps de trouver les conditions qui optimisent la réussite du projet. C'est quelque chose qui est compliqué parce que le temps de l'immobilier, c'est un temps long. Un permis de construire, c'est 8 mois. La construction d'un bâtiment, c'est 10 mois. Damien, il va me tuer. 12 mois. Donc ça veut dire que si tu es très pressé, tu vas te dire c'est pas grave, je vais prendre le premier bâtiment qui passe, je vais l'acheter, je vais le louer. C'est pas parfait, mais bon, je peux y aller. Ça me permettra de commencer à construire quelque chose. Et ça passera sûrement dans les premières années, mais demain, quand il y aura peut-être un peu plus de concurrence, Un très bon exemple de ça, c'est Padel Horizon. Ils ont monté un premier club, ils ont déménagé un deuxième club, ils ont déménagé un troisième club. Ils bossent super bien, ils sont très forts. Tout le monde n'est peut-être pas capable de faire ça. Le temps est long et il faut être capable de se ralentir, se réfréner pour être dans les meilleures conditions. Vraiment, c'est hyper important. Bah écoute, merci beaucoup Seb. Je pense qu'on a fait le tour sur un sujet qui est primordial pour beaucoup de personnes. Merci beaucoup et puis de toute façon, on se retrouvera en prochaines aventures. À bientôt. J'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre en dessous de la vidéo. À la prochaine.